Alors même si les instances permettant la prise en compte de la parole des enfants se sont multipliées ces dernières années, les jeunes n'ont pas vraiment l'impression que les pouvoirs publics prennent en compte leurs difficultés et leurs aspirations. Comment changer la donne? Comment faire en sorte que la Convention internationale des droits de l'enfant devienne effective complètement dans notre pays? Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Florine Pruchon, responsable du pôle plaidoyer de SOS Village d'enfants. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Évidemment, ravi aussi d'accueillir Caroline Mention, une jeune particulièrement mobilisée sur cette question de la participation des jeunes. Voilà. Alors, première question, je voudrais d'abord m'adresser à Florine pour annoncer déjà la sortie d'un cahier que vient de publier SOS Village d'enfants sur la participation des enfants. Alors, est-ce qu'on peut très rapidement revenir sur la publication de ce document pour expliquer peut-être à qui il s'adresse et quel est en gros son contenu? Voilà. Merci beaucoup Antoine. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie l'INEOPS pour cette invitation. Donc en effet, depuis plus de 15 ans, SOS Village d'enfants publie des cahiers SOS, c'est-à-dire que ce sont des publications dont la cible s'adresse principalement aux professionnels de l'enfance. Donc je crois que beaucoup d'entre eux nous écoutent aujourd'hui, au pouvoir public et aux médias spécialisés. L'objectif de ces cahiers, c'est de partager notre expertise sur un sujet très particulier. Donc le dernier porte sur la participation des enfants et des jeunes en protection de l'enfance. On en a fait sur l'approche par les droits en protection de l'enfance, sur l'accrochage scolaire en situation de placement, ou encore sur la question des fratries, pour vous donner que les derniers numéros. Mais ce numéro-là, qui s'est affiché sur les écrans, a une certaine singularité, parce qu'il a été déjà coécrit avec un groupe d'enfants et de jeunes, dont Caroline ici présente. Donc vraiment qui ont travaillé avec nous sur l'élaboration de ce cahier. Et puis aussi la deuxième originalité de celui-ci, c'est qu'il s'insère dans un cadre beaucoup plus global de réflexion, puisqu'on a travaillé pendant 9 mois avec des professionnels de la protection de l'enfance, des enfants et des jeunes, et des experts extérieurs, à réfléchir c'est quoi la participation, quelles sont les bonnes pratiques de participation, quelles difficultés on rencontre, et quelles recommandations on pourrait formuler par la suite. Donc voilà, à travers cette publication, on a essayé déjà de définir c'est quoi cette participation des enfants et des jeunes, de vous partager des bonnes pratiques, d'identifier des leviers et d'essayer de vous apporter des solutions pour aussi aller de l'avant sur ces éléments-là. Enfin, on a également questionné des experts internationaux pour avoir leur éclairage sur ce sujet. Vous pouvez retrouver leur témoignage tout au long de ce cahier. Et enfin, pour terminer aussi, on a mis tout un accent aussi sur la question du plaidoyer, c'est-à-dire le plaidoyer, comment les enfants et les jeunes peuvent aussi nous accompagner à porter un plaidoyer pour que les droits des enfants et des jeunes soient mieux respectés et pour que ce droit à la participation devienne une réalité. D'accord, très bien. Alors, Caroline, juste quelques mots, puisque vous avez participé à l'élaboration de ce cahier. Voilà, quelques éléments pour vous expliquer un petit peu comment vous êtes intervenu sur ce cahier et quel a été votre rôle en fait dans l'élaboration de ce document. D'accord, déjà merci pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir vous parler de la participation des enfants et des jeunes. Alors, donc je voudrais revenir sur ce que Florine a dit sur comment nous avons écrit donc, le cahier SOS. Donc en effet, la particularité de ce cahier, c'est qu'il a été écrit par une quinzaine de jeunes. Pour ce faire, donc, nous nous sommes réunis plusieurs fois en visio et sur des temps concrets donc, sur Paris au siège. Lors de ces temps-là, donc, on a déterminé les thèmes et quels thèmes nous voulions aborder comme l'accès à l'autonomie. Ensuite, lors d'un week-end à Paris, donc, nous avons fait plusieurs ateliers avec un rédacteur. Donc on a pu écrire des BD, des textes, on a pu faire des dessins et on a été interviewé par un journaliste. Très bien. Donc chacun a pu exprimer donc, comme il souhaitait, on a pu mettre plein de choses dans le cahier et tout ce qu'on voulait exprimer. D'ailleurs ce que je trouve intéressant dans ce cahier SOS, c'est que vous pouvez y retrouver donc, oui, alors au milieu. Oui, allez-y. Au milieu, donc. Alors montrez bien parce que voilà, voilà. C'est un cahier détachable. D'accord. Donc ça, c'est toute la partie que nous avons écrite. Oui. Donc vous pouvez retrouver les dessins, les BD que les jeunes et enfants ont fait. D'accord. Ok. Donc sincèrement, c'était pas toujours facile d'avoir créé ce cahier parce que les visios c'était quand même très long. Ouais.
Mais par contre, c'est fatigant les visios quand même. Bah, c'est très fatigant, surtout notamment avec Florine. D'accord. Mais ce qui a été très chouette, c'est que tout ce qu'on disait, ça n'a pas du tout été déformé et ça a été dit tel que... C'était fidèle à ce que vous avez voulu. Exactement. Et le rédacteur ni les adultes n'ont pas changé ce que nous avons dit. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup Caroline. Alors justement, je voulais rester avec vous, mais quand on regarde l'élaboration de ce cahier, qu'est-ce qu'on peut justement améliorer pour favoriser la parole des jeunes accompagnés, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles ont été un peu, quelque part, vos conclusions et les conclusions de ce que vous avez réfléchi ensemble? Alors du coup, dans le cahier SOS, nous avons écrit plusieurs recommandations qui sont réparties en grandes thématiques. Donc parmi ces thématiques, il y a libérer la parole, sensibiliser et permettre aux enfants et aux jeunes d'être acteurs de leur parcours, ou encore que les adultes et professionnels changent de posture pour vraiment permettre aux enfants et aux jeunes de participer. Donc parmi ces grandes thématiques, j'en ai choisi trois recommandations qui me tiennent vraiment à cœur. Donc premièrement, avec les autres jeunes et enfants du projet Participer, on demande de renforcer la présence des enfants et des jeunes aux synthèses, comme le PAP qui est le projet d'accompagnement personnalisé, ou les PPE qui sont les projets personnalisés de l'enfant. Donc on demande, le jeune doit être au cœur de ces synthèses parce que c'est lui le premier concerné. D'accord. Donc la deuxième recommandation, et ça rejoint aussi un peu la première, c'est que nous pensons que les éducateurs et ceux qui accompagnent les jeunes doivent aussi adapter leur vocabulaire parce que lors des écrits, les jeunes et enfants ne comprennent pas forcément tout ce qui est écrit. Ah, mais je comprends quand on parle de PPE, c'est pas forcément évident. Mais il y a plein de mots que les enfants et les jeunes ne comprennent pas forcément. Bien sûr. Donc voilà, peut-être adapter ça pour les jeunes et enfants. Et pour finir, on aimerait aménager des espaces ou des temps inversés. Donc c'est-à-dire que ces moments peuvent être proposés par les enfants et les jeunes, ou même par les éduques. Donc le but, c'est que les enfants et les jeunes apprennent des choses aux professionnels. Ah oui. Donc ils les accompagnent. Et ça permettrait aux enfants aussi d'être valorisés et de pouvoir dire aux éduques, voilà, j'ai besoin de ça et voilà, on travaillerait ensemble pour trouver des solutions. Peut-être une relation peut-être un petit peu plus partenariale. Exactement. Ok, très bien. Florine, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions-là et peut-être plus globalement, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser une prise de parole plus importante des enfants et des jeunes? Caroline évoquait la simplification du vocabulaire. C'est pas du luxe même pour les adultes des fois, parce qu'on est dans un secteur assez technique. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est cette instauration peut-être de relations partenariales où on apprend chacun les uns des autres. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions-là et peut-être est-ce que vous avez d'autres propositions aussi à nous proposer? Merci beaucoup Antoine. Donc tout d'abord, je peux que rejoindre les recommandations qu'a évoquées Caroline parce qu'elles font suite à ce processus de réflexion que j'ai exposé pendant 9 mois où justement on a voulu nouer des partenariats entre les enfants et les jeunes, des partenariats avec les professionnels de SOS Village d'Enfants et avec des experts extérieurs pour réfléchir justement à des propositions très concrètes. Tout d'abord, je voudrais aussi insister sur quelque chose qui me semble essentiel, avant d'aller dans du très concret, c'est que la participation des enfants et des jeunes, ce n'est pas une option en fait. C'est un droit et c'est un droit qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant et c'est même un des principes directeurs de ce texte international. Par ailleurs, pour moi, ce droit à la participation, il est vraiment essentiel si on veut mettre en œuvre une approche basée sur les droits de l'enfant en protection de l'enfance. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait si on a le temps, c'est vraiment comment on va faire évoluer nos pratiques. C'est pas à la carte, quoi. Non, c'est pas à la carte. Par contre, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande de la formation et ça demande du temps et ça demande aussi de revoir et d'adapter ses postures. Mais c'est quelque chose qu'on doit inscrire dans le temps. Peut-être pour ajouter des éléments un peu complémentaires sur les recommandations qui sont sorties. Voilà, des choses très concrètes que vous pourriez faire, c'est par exemple développer des formats de recueil des avis et des propositions des enfants. Par exemple, quelque chose de tout simple, ça serait de mettre un panneau dans les établissements avec la parole aux enfants et où les enfants aussi peuvent venir s'exprimer. Alors certains vont dire oui, mais ils pourraient mettre n'importe quoi là-dessus. Et non, en fait, pas du tout. Si on explique aux enfants à quoi ça sert, on voit qu'il y a pas mal de propositions qui peuvent ressortir. Une boîte à idées, une boîte à questions. Puis s'ils mettent n'importe quoi de temps en temps, peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. Tout à fait. Mais il ne faut pas tout de suite penser à qu'est-ce qu'ils vont mettre comme n'importe quoi, mais c'est vraiment quelles propositions intéressantes ils vont pouvoir présenter aux autres. Le deuxième volet qui me semble important, c'est la formation. C'est la formation des professionnels aux droits de l'enfant et au droit à la participation et aussi à toutes ces méthodes issues notamment de l'éducation populaire
pour promouvoir la participation, pour associer l'enfant. Parce que c'est sûr que si on fait une conférence pendant 2 heures, on demande aux enfants de nous écouter, c'est pas ça qui sera plus participatif bien sûr. non plus. Le troisième volet qui me semble important, c'est sensibiliser les enfants à leurs droits. Donc sur le plateau précédent, on a beaucoup insisté là-dessus, mais pour moi, c'est très très important, la sensibilisation aux droits de l'enfant. Et pourquoi pas associer les enfants aussi à cette sensibilisation. C'est-à-dire les sensibiliser et après leur demander à eux-mêmes de faire des outils pour leur père. Par exemple, dans le projet Participer, voilà, Caroline avec d'autres jeunes, ils ont travaillé sur un jeu de loi pour sensibiliser les enfants aux droits de l'enfant et aux droits à la participation et recueillir leurs paroles. Mais c'est eux qui ont eu l'idée de l'outil et qui l'ont porté. Et puis après, le dernier point, et c'est pas le moindre, mais il me semble essentiel, ça a été dit aussi sur le plateau précédent, c'est d'accorder du temps aux professionnels, du temps pour être avec les jeunes, pour passer du temps avec les jeunes, pour pas les recevoir que quand il y a un document à remplir, mais vraiment passer du temps ensemble pour libérer cette parole, la recueillir. Et voilà, la participation, certes, ça demande des espaces un peu formel, voilà, tout à fait, merci, pour recueillir, pour échanger sur des projets, sur comment améliorer la vie de l'établissement, mais ça demande aussi beaucoup de temps informel pour créer cette confiance et voilà, libérer le jeune et faciliter leur prise de parole. Oui, et puis c'est lié, c'est l'essence même de la protection de l'enfance aussi. Tout à fait. Des fois, faire des crêpes avec les jeunes, on entend des choses et on peut entendre des choses et comprendre des choses, même si ce n'est pas un temps consacré à quelque chose de précis. Déjà, partager des activités, prendre le temps, ça peut donner déjà un certain nombre de D'ailleurs, sur ce point-là, c'est un très bon enseignement. Ça a été aussi la crise Covid là-dessus, où on a eu justement des éducateurs qui avaient plus le temps pour être avec les enfants, les jeunes, passer des moments avec eux. Et on voit que ça a été quand même très riche, tant pour les enfants et les jeunes que les professionnels. Très bien, mesdames, je vous remercie pour ces premières réflexions. Je vous propose une petite pause publicitaire avant de reprendre nos échanges. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives, Des associations, des mutuelles, des théâtres, des festivals, des syndicats, des fédérations sportives. des PME, PMI, On appelle ça des personnes morales. des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie, Le bio, les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif, une autre banque est possible. Alors après cette petite pause, j'aimerais qu'on puisse reprendre peut-être nos réflexions sur cette question de la participation, de la prise en compte des enfants et des jeunes. On a évoqué cette participation peut-être à l'intérieur des établissements ou peut-être de manière plus globale. Est-ce qu'il y a aussi des efforts à faire pour que la parole justement de ces enfants et ces jeunes soit mieux prise en compte par les politiques publiques, notamment sur les dispositifs qui les concernent? Voilà, est-ce qu'il y a aussi un effort, alors même si il ne faut pas dire qu'on part de rien, mais est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à produire pour mieux associer les jeunes aux politiques publiques? Merci Antoine. En effet, aujourd'hui, les enfants et les jeunes ne sont pas assez associés aux décisions publiques et politiques qui les concernent. On dit souvent que ce sont les citoyens de demain, mais on l'a entendu sur le premier plateau, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est les citoyens aussi d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui auront un impact dès aujourd'hui sur eux, mais aussi sur la suite et sur leur avenir. Par ailleurs, il me semble important aussi de préciser
que les enfants et les jeunes ont ce qu'on appelle des expertises d'usage, des expertises d'expérience. Parce qu'on a tous été un jour un enfant ou un jeune, mais on n'est pas l'enfant ou le jeune d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très important de travailler avec eux pour qu'ils puissent nous parler de leur quotidien, de ce qui marche, de ce qui se marche un peu moins, et de réfléchir ensemble à des propositions. Et donc je pense que dans la construction des politiques publiques, on doit raisonner de la même façon. Si on veut faire des politiques publiques cohérentes et adaptées, il est essentiel d'associer les premiers concernés, à savoir les enfants et les jeunes. Donc il y a des choses qui existent, notamment au niveau local. Je pense que vous pensez aux conseils municipaux d'enfants, les conseils départementaux, régionaux. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est un peu au bon vouloir des collectivités locales. Et puis leur portée diverge aussi d'une collectivité à l'autre. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer, donc à la fois au niveau local. Et puis au niveau national, il y a quand même plusieurs choses qui ont émergé ces dernières années qui sont plutôt intéressantes. Je pense notamment au Collège des enfants et des adolescents qui est associé au conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, qui est une très bonne démarche à mon avis qu'il faut valoriser et qu'il faut encourager. Mais SOS Village d'enfants porte un plaidoyer plus engagé pour qu'on associe davantage les enfants et les jeunes au niveau national, notamment via un collectif qui s'appelle la Dynamique de la Convention aux actes et dont l'UNIOPS est membre et très impliqué. Bien sûr. Voilà, on porte une grosse proposition forte et on travaille avec les pouvoirs publics là-dessus, c'est notamment la question de la réforme du Parlement des enfants. Donc aujourd'hui en France, on a bien un Parlement des enfants à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas vraiment une instance de participation telle qu'on l'entend. Pourquoi ? En fait, c'est plus un exercice autour d'éducation morale et citoyenne, civique, pardon. Mais les enfants et les jeunes ne sont pas vraiment associés à l'élaboration des lois qui peuvent les concerner, qui peuvent En gros, on leur explique comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est ça. Et on leur fait faire des exercices, mais on ne les met pas forcément en situation, on ne leur donne pas les clés, comme ça peut être le cas, par exemple, au Bénin ou en Guinée, pour faire des propositions, pour donner leur avis sur des projets de loi qui vont directement les concerner. Donc pour nous, on pense qu'il faudrait aller plus loin, pour les associer davantage donc, à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre de ces lois. Et donc, il faudrait réformer ce Parlement des enfants à l'Assemblée nationale et en créer un, parce qu'il n'y en a pas, au Sénat. Donc ça, c'est vraiment une proposition clé qu'on porte. Et puis également, de manière plus globale, je pense qu'il faudrait assurer systématiquement la représentation des enfants et des jeunes dans les comités d'expertise au plus haut niveau. Tout à l'heure, on évoquait par exemple la stratégie prévention et protection de l'enfance qui avait été initiée par Adrien Taquet. Donc SOS Village d'enfants avec d'autres acteurs, on a aussi poussé pour que les enfants et les jeunes soient dans cette concertation et que leurs propositions soient entendues. Donc je pense que c'est des choses qu'il faudrait renouveler. Il en est de même aussi, Adrien Taquet avait initié des grands débats nationaux des enfants et des jeunes. Donc moi, je pense que c'était quelque chose qui était quand même plutôt positif. Après, il faudrait suivre aussi ces propositions. On voyait que les enfants et les jeunes avaient beaucoup de propositions à faire. Oui, je me souviens, ça parlait sans filtre d'ailleurs. C'est ça. C'était très libre. Moi, j'avais la chance d'en animer un et j'avais trouvé que c'était en tout cas une belle dynamique. Et puis également, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du CESE. D'accord. Voilà. Pour que les enfants, le CESE travaille beaucoup aussi sur la question des jeunes, notamment à partir de 16 ans. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire aussi pour qu'ils associent davantage les enfants et les jeunes. Après, je suis plutôt confiante. On voit qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui émergent. Même là encore, le 21 novembre dernier, Charlotte Cobel a réuni au niveau national un conseil des enfants avec des propositions qui ont été formulées. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut continuer. Et après, ce qui est important, c'est aussi suivre ces propositions, savoir qu'est-ce qui va en être fait, etc. Exactement. Et d'arriver surtout à pérenniser aussi ces espaces de participation. Tout à fait. Et puis après aussi, de manière plus globale dans la société, je pense qu'il est important de sensibiliser, de former, d'accompagner les parents. On va l'évoquer. Sur ces questions-là. D'accord, très bien. Caroline, est-ce que vous souhaitiez réagir justement sur cette nécessité peut-être de plus donner la parole aux jeunes sur toutes ces lois? On l'a évoqué dans la séquence précédente. Il y a une inflation législative avec des lois, des décrets, des déclinaisons à mettre en place de la coordination. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aussi de donner carrément la parole aux jeunes pour expliquer, pour les faire réagir sur ce qui les touche directement? Je pense qu'il faudrait créer un comité jeune national, qui sera composé d'enfants et de jeunes, où il pourrait être consulté par la ministre en charge des questions de l'enfance. Donc à savoir Madame Cobel. Cela permettrait que les politiques et les décideurs prennent mieux en compte la parole des enfants et des jeunes. Ce comité pourrait formuler des propositions concrètes concernant les politiques publiques de l'enfance, travailler avec les députés, les directeurs de structures, etc. On pourrait travailler grâce à des sondages, des enquêtes ou des réunions plusieurs fois par an. D'accord, pas en visio. Non, pas en visio, mais plus sur place. Plus sur place, oui, tout à fait, j'ai bien compris. Pour finir, il nous semble très important que le comité jeune national regroupe des enfants et des jeunes, donc avec des situations différentes,
Donc des jeunes et des enfants en protection de l'enfance, des jeunes et des enfants en situation de handicap ou autres. C'est-à-dire arriver à avoir vraiment cette parole globale de la jeunesse. Exactement. On va prendre une dernière question internaute, une question d'Aurélie. Alors, c'est une question presque philosophique, puisqu'on a évoqué cette question de la participation, on aurait évoqué la nécessité de faire vivre et de faire vivre ces instances de participation, mais est-ce que plus globalement, la société ne doit-elle pas changer de regard sur les jeunes pour mieux prendre en compte leurs aspirations? Alors, je voudrais déjà donner peut-être la parole à Caroline sur le sujet, et puis terminer avec Florine. Alors oui, clairement, je pense qu'il faut que la société change de regard donc, sur les enfants et les jeunes. Et les adultes auraient beaucoup plus de facilité à nous écouter, nous et nos revendications. J'ai l'impression d'entendre souvent des personnes âgées et des adultes dire « Oh là là, les jeunes, toujours sur leur téléphone, à part les réseaux sociaux et leur téléphone, il n'y a que ça qui les intéresse. » Donc c'est pas très valorisant. Et en plus, c'est totalement faux. Il n'y a pas que les réseaux qui nous intéressent, il y a tellement de choses. Donc le pire, c'est que je suis sûre que quand ils étaient plus jeunes, leurs parents leur disaient ça. Donc moi, j'espère que plus tard, je ne dirai pas ça à mes enfants et que je ne penserai pas que ma jeunesse vaut mieux que la leur. Donc je pense que les adultes ne savent pas écouter les enfants et les jeunes, donc nos propositions et nos idées. Mais s'ils accepteraient de mettre leur pouvoir en cause pour nous accorder une vraie place, alors ils entendraient nos revendications et se rendraient compte qu'il n'y a pas que les réseaux et le téléphone qui comptent pour nous. D'accord, très bien. Alors justement, sur ce fameux regard de l'âge adulte sur la jeunesse, c'est intéressant ce que nous racontait Caroline en disant j'espère que je ne le ferai pas quand je serai adulte, peut-être que tu le feras aussi, on ne sait pas, mais est-ce que peut-être que les choses aussi auront changé d'ici là, et est-ce qu'il y a aussi un changement de regard à avoir entre les adultes et les jeunes, et souvent on s'aperçoit que des fois, et c'est même souvent le cas, des candidats à la présidence de la République ou des gens assez anciens disent « moi je parle pour les jeunes, je veux défendre les jeunes c'est ma priorité », et en fait on s'aperçoit que c'est un adulte qui est en train de parler. Voilà, après, tout dépend aussi comment l'adulte va porter la proposition et comment il travaille avec les enfants et les jeunes. Mais je trouve que la société quand même évolue plutôt positivement, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits droits. Et pour moi, la Convention internationale des droits de l'enfant, pas que pour moi d'ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant garantit un certain nombre de droits aux enfants, notamment celui d'être entendu et de participer aux décisions qui les concernent. Pour moi, voilà, ça je l'ai redit tout à l'heure, mais je pense que c'est important, les enfants et les jeunes, ce sont les citoyens d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de les associer aux décisions qui les concernent. Oui, ça c'est la vraie morale de l'émission d'ailleurs, parce que ça a été dit sur les 3 séquences. C'est ce que nous ont dit Tom et Tommy d'ailleurs sur la première séquence aussi. Tout à fait, et puis surtout, il faut en tant qu'adulte, il ne faut pas avoir peur de ce que vont nous dire les enfants et les jeunes. Certes, quand on leur laisse de la place, ça veut dire que nous on accepte aussi de se mettre un petit peu en retrait, on accepte de leur donner un petit peu de pouvoir, mais tout ça, je crois vraiment que c'est aussi pour construire une société plus apaisée, plus juste, plus égalitaire et respectueuse de chacune et chacun. Donc je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de ces pratiques et aller de l'avant sur ces sujets. Et on voit qu'il y a des choses qui bougent. Je vais vous donner 2 exemples. Je pense par exemple à l'exemple de Greta Thunberg, voilà, qui est une jeune militante. On voit qu'elle essaye de faire bouger les choses aussi sur les enjeux du climat, ou même pour revenir au niveau de la protection de l'enfance. Je trouve que la mobilisation des associations Repères est assez exemplaire pour faire attendre la voix des enfants et des jeunes accompagnés en protection de l'enfance. Et on voit qu'ils arrivent à faire bouger les choses, donc certes avec aussi le soutien d'autres associations, mais on voit que notamment avec l'évolution des lois sur l'accompagnement des jeunes, je pense que ces associations ont eu un rôle aussi clé dans ça. Donc voilà, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est vraiment laisser de la place aux enfants et les jeunes. Certes, ça nous bouscule, ça nous interpelle, mais je pense vraiment que c'est dans l'intérêt de toutes et tous. D'accord, très bien. Mesdames, je vous remercie. Nous avons, donc, grâce à cette émission, un peu mieux compris les aspirations de la jeunesse, ses besoins, mais aussi les efforts à mener du côté des politiques publiques pour préparer au mieux leur future vie d'adulte. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens et des équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Harmonie Mutuelle, notre partenaire pour cette émission. Je salue également la participation de nos spectateurs et vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez accéder à tous les replays de Solidarité TV sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.